Salut les sans-culottes! J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Moi c'est Thierry, lui c'est Jean Zébulon, mais on s'en fout. Alors, comme promis dans la vidéo de présentation de la chaîne, aujourd'hui on va parler du manifeste du CRIC 2022 pour une république de l'intelligence collective. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à le faire maintenant, afin de mieux comprendre de quoi je vais vous parler. Elle n'est pas longue, 6 minutes, c'est pas la mer à boire non plus. Bon, alors, ce fameux manifeste est divisé en 4 parties. La première partie parle de l'impasse dans laquelle nous sommes pour faire face aux problèmes de notre temps. Puis, la deuxième partie explique pourquoi, selon nous, le système nous empêche de résoudre ces problèmes. Ensuite, la troisième partie aborde ce que nous appelons des lueurs d'espoir. Mais oui, et pour finir, la dernière partie présente notre proposition pour changer le système, rien que ça. Bon, allez, en voiture Simone. Alors, la première partie est intitulée « Nous sommes collectivement impuissants pour répondre efficacement aux défis majeurs de notre temps ». Eh bien oui, par exemple, nous n'étions pas préparés pour affronter une pandémie, pourtant parfaitement prévisible. Pas de masque, j'en passe. Autre exemple, les crises économiques se succèdent, les inégalités sociales s'aggravent, les services publics s'affaiblissent, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire d'autre que de continuer à subir ce système où l'humain est au service de l'économie, alors que ça devrait être le contraire, a priori. Enfin, là, il est au service de quelques-uns quand même, hein, suivez mon regard. Encore un autre exemple, nos modes de vie, c'est-à-dire la société de consommation, dévore les ressources naturelles, dérègle le climat, empoisonne notre environnement et provoque un effondrement des populations animales. Vous vous rendez compte que les populations de vertébrés sauvages ont chuté de 68% en moins de 50 ans, c'est fou. Mais face à ces catastrophes, annoncées par les scientifiques depuis les années 70, dans notre grande majorité, on n'imagine pas d'autre façon de vivre que de continuer à consommer et à tout épuiser et détruire. Qu'on aurait épuisé en quelques générations tout le pétrole, une source d'énergie extrêmement puissante, qu'on aura bouffé tous les métaux rares dont nos smartphones ont besoin et qu'il ne restera plus rien de ces ressources fabuleuses pour les générations futures, ils vont faire comment les pauvres, hein ? Je vous le demande. En plus, cette situation fracture littéralement le monde entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. C'est-à-dire qu'au sein même des nations, elle divise les peuples entre, par exemple, celles et ceux qui habitent les grandes métropoles mondiales et les autres. Mais en plus, cette situation divise les nations entre elles en multipliant les risques de conflits pour s'accaparer le dernier puits de pétrole, la dernière flaque d'eau potable, ou stoppée dans le sang ou par la noyade, les migrations climatiques. Bref, on est dans le caca. Mais pourquoi dans nos pays démocratiques, nous n'arrivons pas à gérer cela? Et voilà la deuxième partie, intitulée « Notre modèle représentatif est incapable d'appréhender le long terme ». Il faudrait d'ailleurs préciser notre modèle de représentation basé sur l'élection, en fait, parce qu'on peut être représenté par des citoyennes et citoyens tirés au sort, ce qui n'est pas le cas. Bon, alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, les élections cantonnent les actions des responsables politiques à la durée de leur mandat. En fait, ils n'agissent que si ça peut leur permettre d'être élus. C'est comme ça. Ensuite, il y a la complexité incroyable de notre société d'interdépendance qui ne permet pas à un petit groupe de dirigeants de penser adéquatement les solutions à une multiplicité de problèmes. Concrètement, notre chaîne de décision part du haut, du niveau ignorant les problématiques concrètes, vers le bas, le niveau de l'expertise du terrain. Et pour couronner le tout, cette verticalité est aggravée par le centralisme de la Ve République. En effet, les politiques publiques sont décidées à Paris par le président, en gros, ce qui limite le recours à l'expertise du terrain et réduit la capacité d'agir des personnes et des territoires. On le voit très bien avec la crise de la Covid. C'est Paris qui décide si les bars de la Corrèze doivent fermer et si les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens doivent porter un masque dans la rue. Bien. Une autre raison est que les personnes qui nous représentent ne sont aucunement représentatives de notre diversité. Il n'y a qu'à voir la composition de notre Assemblée nationale. Il est évident que ces gens-là vivent dans la même bulle. Nous aussi, on vit dans la nôtre, mais bon. Et ils n'ont aucune idée des réalités multiples et complexes que nous vivons. Pour finir, et c'est peut-être le plus grave, notre modèle de représentation par l'élection est basé sur la
confrontation entre des partis politiques, ce qui génère de la rivalité entre les différentes composantes de la société. Il ne permet pas le débat constructif. Il n'y a qu'à voir les débats avec les politiques à la télé ou les conseils municipaux des grandes villes. C'est un combat de chiffonniers, c'est lamentable. Si on regarde le mode de scrutin de l'élection présidentielle, en plus, on voit que cette élection donne le pouvoir à une fraction de la population qui représente à peine 20% du corps électoral et écrase les 80% d'opposants qui ont juste le droit d'aller se faire graser dans les manifs. Alors quand on voit tout ça, on comprend qu'il est impossible de construire un large consensus à travers la population pour mettre en œuvre les grandes mutations dont nous avons besoin. Je crois que c'est clair. En fait, le système représentatif par l'élection, c'est l'enfance de la démocratie. Mais maintenant, nous sommes adultes et nous devons absolument enrichir nos mécanismes de création de la décision collective. Alors du coup, troisième partie, intitulée « Heureusement, nous voyons des lueurs d'espoir. Youpi !» Première lueur, les gilets jaunes, ben oui, qui nous ont démontré qu'il était possible de rassembler des personnes ne partageant pas les mêmes opinions politiques, voire se désintéressant habituellement de la politique. Ils ont débattu sur les ronds-points, ils se sont enrichis mutuellement et ont porté des revendications et actions communes, comme le référendum d'initiative citoyenne ou les assemblées des Gilets jaunes. Autre grande lueur d'espoir, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui représentaient la diversité de la population française avec la méthode des quotas. Bon bah, ils ont travaillé ensemble pendant 6 mois et ont produit un consensus autour de 149 propositions ambitieuses et cohérentes entre elles pour que la France respecte les engagements qu'elle a pris à la COP 21. Bon, évidemment, les députés se sont empressés de détricoter tout ça. Mais selon une enquête d'OpinionWay pour Sciences Po, datant de février 2021, c'est récent, 55% des sondés pensent que les recommandations faites par les assemblées ou conventions citoyennes devraient obligatoirement être mises en œuvre par le gouvernement. 23% sont indécis et seulement 15% sont opposés à cette idée. Seulement 15% pensent que c'est au gouvernement d'avoir le dernier mot. Sacrée lueur d'espoir, ça. Bon, puis il y a bien sûr beaucoup d'autres lueurs d'espoir, comme le mouvement Nuit debout, ou la multiplication des initiatives de participation citoyenne, de jurys citoyens et de concertation lancées par de nombreuses collectivités. Ok, c'est pas toujours bien fait, parfois c'est juste de la com, mais c'est un mouvement de fond quand même. Et puis, il y a la mobilisation croissante de la société civile pour la solidarité, l'économie sociale et solidaire, le respect de l'environnement, les luttes contre les discriminations, le mouvement MeToo, et j'en passe. Pour finir, il y a de nombreux mouvements de réflexion sur de nouveaux modèles de société, comme les municipalistes, qui proposent que la nation soit une fédération de municipalités libre. Bon, on peut être d'accord ou pas, ce n'est pas le problème. Le principal, c'est de délibérer, de chercher des solutions. Car si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Bref, nous savons maintenant qu'il est tout à fait possible que des personnes et organisations ne partageant pas les mêmes valeurs ni les mêmes intérêts puissent coopérer pour créer des solutions sur la base de compromis. La rivalité, c'est-à-dire la loi du plus fort ou des plus nombreux, n'est pas la seule solution et on peut se libérer de cette espèce d'état de guerre civile permanent, blablabla. Ah, bien sûr, cela nous demandera des efforts, ça va nous obliger à délibérer avec des personnes que l'on ne fréquentait pas habituellement, que l'on méprisait peut-être, mais comme c'est comme ça qu'on pourra trouver un sens commun de notre société, et puis on fera aussi de belles rencontres, peut-être certains y trouveront même l'amour. Bon, ben c'est génial, non? Du coup, dernière partie intitulée 2022, un processus constituant pour une république de l'intelligence collective. Bon, si on résume, nous avons besoin et envie aussi de changer de modèle de société. Mais pour cela, nous devons changer les règles du jeu. Il nous faut donc une nouvelle constitution pour refonder le système de prise de décision. Eh bien, notre proposition est la suivante. Aux élections présidentielles et législatives de 2022, on doit présenter et ou soutenir des citoyennes et citoyens qui s'engagent à mettre en place, dès le début de leur mandat, un processus constituant qui pourrait comporter les étapes suivantes.
Première étape, on organise des ateliers constituants dans tout le territoire et sur le net, animés par des associations, des municipalités, des groupes informels, etc. Disons qu'on fait ça pendant 6 mois. Et on centralise tout sur une plateforme en ligne. Deuxième étape, sur la base des résultats de ces ateliers, on réunit un large forum de citoyennes et citoyens tirés en sort et représentant la diversité de la population française, disons 500 personnes, dont la mission serait de définir les orientations de la future Constitution. Bien sûr, les membres du forum pourront auditionner les personnes qui ont fait des propositions dans les ateliers, auditionner des experts, des associations, des politiques, enfin qui veulent en fait. Concrètement, ils vont sélectionner parmi toutes les propositions celles qui font consensus en leur sein, donc par extension au sein de la population. Troisième étape, on met en place une assemblée constituante plus restreinte, composée toujours de citoyennes et citoyens tirés au sort, blablabla, disons 150 personnes, accompagnées de juristes, de politologues, d'experts, sociologues, etc. Et ils ont pour mission de rédiger une proposition de constitution prenant en compte les orientations, les grands principes donnés par le forum. Quatrième étape, on organise un référendum pour valider la nouvelle constitution. Cinquième étape, le président ou la présidente de la République démissionne, ainsi que l'Assemblée et le Sénat. Allez hop, tout le monde dehors, et on met en œuvre la 6e République. Voilà, c'est simple, non ? On veut juste une république de la coopération qui garantisse un avenir aux jeunes générations et aux générations futures. C'est pas après nous le déluge. Et en plus, ça va être super cool. En effet, on va enfin mettre en œuvre une vraie démocratie et on va baser notre civilisation sur de nouvelles valeurs très enthousiasmantes. Et ça va être l'objet de prochaines vidéos. Et il y aura aussi une vidéo sur le rapport Osons le Big Bang démocratique qui a inspiré notre proposition. Ça permettra d'entrer un peu plus dans le détail de la démarche et voir pourquoi il ne veut surtout pas accepter une assemblée constituante composée de députés. Suivez mon regard. Bon, les petits loups, maintenant il faut que ça sache. Votre part du boulot, à vous, c'est au minimum de liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de tout ça. Ou juste pour me faire coucou, ça me fera très plaisir et ça épatera l'algorithme de YouTube. Eh bien, à la prochaine vidéo, les sans-culottes, et arrêtez de perdre votre temps à dénoncer ce qu'il y a de mal. On le sait, utilisez-le à construire l'avenir. La démocratie réelle a besoin de citoyennes et de citoyens contributifs, pas d'une bande de râleurs. Au revoir.